retrouve ce soir pour l'AMA de Metaverse Marauders. Donc bonsoir Ryan et Ludovic. Salut tout le monde. Salut. Je sais pas Bonsoir à comment je peux vous. faire pour afficher les deux caméras en même temps. Ça va être un petit peu compliqué, je pense. Mais Bah, tu peux me mettre que moi, c'est bon, hein. Oui, oui. Mais Ryan, c'est le plus beau de nous deux. Mais Ryan. ok, bon, moi je vais Ryan alors. Moi je trouve pas, mais bon, moi je trouve les deux beaux gosses, mais voilà. Voilà, ça commence le racisme, ok, pas de souci. Ouais, la dictature, quoi, c'est normal. On rigole, mais du coup, peut-être avant de commencer à présenter votre projet, vous pouvez vous présenter vous-même. Ouais, carrément, carrément. Bah, Ludovic, du coup, alors c'est mon associé depuis très longtemps. On se connaît depuis le CM2 maintenant. On a 31 ans, hein, donc t'imagines, le CM2, c'était pas hier. Donc voilà, c'était le petit nouveau de la classe. Il arrivait de Lyon. Donc nous, moi, j'étais à Marseille, Carry-le-Rouet exactement. C'est une petite ville à côté de Marseille. C'était le petit nouveau là en surpoids là et tout le monde voilà on rigolait avec lui etc et puis on est vite devenus potes et parce que voilà hein, il me piquait mes goûters et puis moi j'allais à la bagarre pour lui, enfin bref c'était voilà et donc voilà on est devenus bien potes et voilà après on est resté potes depuis le CM2 et ensuite on s'est un peu pas perdu de vue, mais du coup moi j'ai fait des études, lui bah, il en a pas fait. Du coup du coup ça a arrangé pas mal de choses. Lui il est resté dans le sud, il s'est lancé dans une carrière de graphiste et moi accessoirement bah, j'ai fait des études ingénieur en aéronautique, donc du coup pas mal à Paris aussi. Et voilà, et ensuite quand j'ai fini moi mes études, on savait qu'on allait entreprendre ensemble. Donc du coup on s'est rejoints, c'était en 2015. Septembre 2015, on a créé du coup une boîte de création graphique. Donc concrètement, on faisait des sites internet, etc. C'était temporaire. Et voilà, le but c'est de faire un peu d'argent pour voir un peu ce qu'on pouvait faire à côté. Et concrètement, ce qu'on a fait après, c'est que voilà, on a discuté avec pas mal de gens, on a vu qu'il y avait des business à faire dans le monde de la comptabilité. Alors ça n'a pas l'air très sexy comme ça l'est pas, franchement, mais c'est hyper intéressant pour autant. C'est un monde vraiment trop intéressant. On dirait comme ça que les comptables c'est nul, etc. Mais ça l'est pas du tout. Et en fait, on s'est lancé là-dedans, on a fait plein de choses là-dedans, on est devenu le réseau social. Enfin, sur les réseaux sociaux, on est la page la plus connue de par les comptables, tous réseaux sociaux confondus, etc. Donc vraiment, quand on parle de notre marque auprès des comptables, tous nous connaissent, donc c'est assez intéressant. Et on a monté un business là-dessus. Aujourd'hui, on a une boîte qui a plus de 12 employés dans ce monde-là. Et c'est vrai que ça fait un petit bout de temps maintenant qu'on est dans les NFT. Ça fait depuis le début de l'année où on est dedans. On sent que c'est un truc qui nous attire. Et puis en fait, le problème, c'est qu'en fait, on est devenu passionné par les NFT. Genre vraiment, c'est un truc qui nous correspond de ouf. Et voilà, bah, la suite, je te laisse, Lulu, en boîtier. Bah c'est ça en fait. En gros, nous on s'est passionné pour ça. Au début, voilà, on a eu l'approche un peu que tout le monde a eu, tout le monde a. Tu commences à t'intéresser, à regarder un petit peu les projets qui sont connus, moins connus. Tu commences un petit peu à te mettre dedans. T'achètes une carte, deux cartes, trois cartes. Et en fait, en le faisant, on s'est rendu compte que ça venait réunir deux choses qu'on savait faire et qu'on n'avait jamais réussi à finalement à combiner. C'était un peu, bah voilà, notre passion, si on peut dire ça comme ça, pour l'entrepreneuriat, parce qu'on a toujours plus ou moins entrepris avec Ryan, et ce côté artistique qu'on a toujours essayé plus ou moins de développer à côté de nos business, où on faisait, voilà, on avait fait des toiles, on avait essayé de faire des créas, on avait essayé de faire du son, en fait, il y a eu toujours ce côté artistique qui nous pendait un petit peu à côté, et on n'avait encore jamais trouvé vraiment. On l'avait plus ou moins fait avec une boîte un studio de créa qu'on avait créé ensemble, mais c'était pas encore ça. Et finalement, ce truc-là qui est arrivé des NFT, c'était la terre promise pour nous deux. Ça venait conjuguer tout ce qu'on savait faire de mieux, et du coup, bah, c'est de là qu'est né notre projet, quoi. C'est ça, et puis C'est un peu ça. accessoirement, ce qu'il faut savoir, c'est que accessoirement, ça fait très longtemps qu'on veut créer un truc avec notre troisième cofondatrice, hein, qui s'appelle LNC. LNC, bah, du coup, qui est à Los Angeles. Je pense que vous l'aurez compris, LNC, Omar Sy, hein, c'est la femme d'Omar Sy, évidemment. Donc du coup, le truc, c'est que c'est notre cofondatrice et c'est un truc qu'on voulait faire avec elle depuis 2018. Moi, ça fait depuis 2018 que je fais des allers-retours entre la France et les États-Unis pour qu'on discute justement de ce projet qui s'appelle Sandaga. Ce projet Sandaga, c'est censé être une marketplace. On va venir justement notamment à créer donc vraiment des échanges de biens entre l'Afrique et les autres pays du monde, mais pas que. La réalité, c'était que derrière, on voulait vraiment créer un truc où on allait aider justement les créateurs dans les pays en voie de développement. Et c'est un peu ce qui sous-tend aussi tout le projet Sandaga, mais je pense qu'on aura le temps justement Oui, c'est ça. On va parler de Sandaga, on va parler de Metaverse Marauders, on va parler de Daga Labs aussi. Ouais. Avant tout ça, merci pour votre présentation. Maintenant, Sandaga, en fait, c'est combien de personnes? Donc il y a 3 cofondateurs. Donc Ludovic qui est CCO,
et Ryan qui est CEO. C'est ça. Et puis Hélène qui elle est la CPO. C'est ça, exactement. C'est combien l'équipe maintenant, Sandaga? Comment c'est structuré? Qui y a dans les équipes? Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur Bien sur sûr. sur Sandaga? Bien sûr. Concrètement, si tu veux, aujourd'hui, on est une quinzaine de personnes derrière le projet. Donc, pour un projet NFT, c'est relativement énorme, hein. La plupart des projets NFT, tu as 3 ou 4 personnes. Mais c'est parce que nous, c'est pas seulement un projet NFT. Et justement, comme tu l'as dit, on viendra parler après du pendant Sandaga. Mais concrètement, donc c'est une quinzaine de personnes. Je dis quinzaine parce que là, on est aussi en train de recruter d'autres personnes. C'est un peu compliqué la façon avec laquelle on travaille, dans le sens où aujourd'hui, nous, on est en train de recruter des personnes en interne, mais on est aussi en train de recruter des personnes via une boîte qui nous accompagne sur le côté blockchain. Ça, c'est une expertise que nous, on n'a pas. Donc, du coup, on a dû l'externaliser pour le moment. Et effectivement, ces gens-là recrutent aussi des gens pour nous parce qu'effectivement, ça leur demande beaucoup de besoins en ressources. Donc, concrètement, eux aussi prennent des gens pour nous. Et donc, concrètement, on les comptabilise, nous aussi, dans notre équipe. Parce que c'est clairement notre équipe, c'est des gens avec lesquels on échange tous les jours. Sinon, en termes de structuration, pour Sandaga, aujourd'hui, c'est une LLC. LLC, c'est, si tu veux, une SAS aux États-Unis. Et on est en train de créer effectivement le pendant en France. Vous êtes installé à Paris, non? J'ai vu que On est à Paris. vous étiez à Station F. Exactement. Exactement. J'y suis actuellement. Vous pouvez en Là. parler un peu plus? C'est Ouais, quoi? bien C'est sûr. une structure? C'est un campus? Exactement. Bah, en fait, si tu veux, Station F, c'est le plus grand campus de start-up au monde. Et c'est un campus relativement sélectif. Alors, je te le dis, on dit ça parce qu'on est dedans et tu as l'impression de te dire, ah ouais, bah, du coup, ils sont dedans, donc ils disent que c'est sélectif, c'est facile. Non, c'est qu'en fait, on a postulé 3 fois déjà et on a été pris au bout de la 3e fois, donc c'est sélectif, ça, je peux vous le dire. Il y a des startups de dingue ici, c'est un truc de malade. Voilà, par exemple, Yuka, je pense que tout le monde connaît, hein, la petite appli où on vient effectivement prendre les codes Scanner barres. les QR codes? C'est ça, Enfin, exactement. les codes barres, ouais, Ouais, c'est ça. Et puis ça va te dire effectivement si c'est bon ou pas pour la santé, s'il y a du sucre, pas de sucre, etc. Ça, c'était des gens qui étaient ici, par exemple. Il y a plein de super startups qui sont ici. C'est vraiment un gros campus. Ça a été monté par Xavier Niel. Donc Xavier Niel, hein, je pense que tout le monde le connaît, c'est le boss de Free. On le voit souvent ici passer. Puis c'est ouf. Enfin, je veux dire, on est dans un écosystème de malades. Il y a des boîtes de partout. Hein. Tu as des mecs qui viennent de Singapour, les États-Unis. Enfin bref. Ici, ça parle essentiellement anglais, par exemple. Tu vois, Station F. C'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant. Et ouais, clairement, ça te fait un peu sortir de la petite picture un peu qu'on peut avoir nous sur le business entre guillemets franco-français. Et du coup, ça te fait voir un petit peu plus gros. Ouais, très bien. Donc, on va partir sur Sandaga. Ça a été créé en 2018 à Los Angeles après une séance de brainstorming. Ça, j'ai vu ça un peu sur votre site. Vous pouvez en parler un peu plus du projet Sandaga, comment ça a été créé, quelle est l'utilité de Sandaga? Je te laisse. Pourquoi avoir créé Sandaga? Bah, en fait, en gros, Sandaga, c'est venu parce que déjà, nous, en fait, si tu veux, nous, on travaillait déjà avec Hélène sur d'autres projets. Et en échangeant, en discutant, tout ça, on s'est dit, putain, ça serait vraiment sympa d'arriver à faire quelque chose de plus grand, mais quelque chose de, plutôt que de travailler nous, c'était un peu pas une relation de prestataire, mais quasiment qu'on avait avec elle. Et en fait, on s'est dit, mais attends, mais il y a moyen de faire quelque chose de plus intéressant, tous ensemble. Et on s'est vraiment creusé la tête sur, putain, mais comment on pourrait arriver à créer une plateforme qui permet à des créateurs du monde entier de pouvoir vendre leurs créations. Et à ce moment-là, on n'était pas encore du tout sur cet aspect NFT. On réfléchissait à tout ça, ça posait beaucoup de problématiques et on y a réfléchi pendant longtemps. On savait qu'on voulait le faire, on voulait d'abord se concentrer sur l'Afrique, puis ensuite après ouvrir ça au monde entier, à tout ce qu'on pouvait faire. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a bossé pendant presque 2 ans. Et quand est venue cette vague des NFT, enfin quand on était enfin touché par la vague des NFT, c'est tout de suite devenu, tout de suite beaucoup plus concret. En fait, on avait enfin un outil qui nous permettait vraiment d'ouvrir la plateforme à beaucoup de monde, et c'était une technologie c'était un truc de fou pour la plateforme qu'on voulait faire. C'était le truc qu'on attendait, sans trop le savoir finalement. Et du coup, c'est de là qu'est venue l'idée de Sandaga. L'idée finale du mot. Donc Sandaga, ça sera à terme une marketplace où les créateurs pourront minter leur propre création. Exactement. L'idée, c'est vraiment, c'est une plateforme NFT. On va dire là sur la base, voilà, c'est une plateforme NFT. Mais l'idée derrière tout ça, c'est de faire quelque chose d'accessible pour des gens qui sont pas nécessairement de ce milieu-là, tant du côté acheteur que du côté créateur. Et sur le côté créateur, nous, ce qu'on veut faire, c'est déjà les accompagner en termes d'interface, en termes d'expérience,
et de formation. C'est aussi pour ça qu'on veut, voilà, il y a tout ce côté humanitaire avec Sandaga où on veut pouvoir apporter ce savoir-là aux gens qui l'ont pas nécessairement et pour qui ce sera un outil de dingue parce que finalement, pour un artiste qui vient d'un pays en développement, qui est pas forcément avec le même niveau de vie économique que nous on pourrait avoir en France, en fait, pouvoir vendre ses œuvres en Occident, c'est une folie. Et puis en termes de rapport, voilà, aujourd'hui, pour un Européen, peut-être acheter une œuvre 0,05 Ether, c'est peut-être pas grand-chose sur un wallet un peu fourni, mais pour quelqu'un qui vient d'un pays en développement, c'est gigantesque. Ça peut représenter plusieurs jours, plusieurs semaines de salaire. Donc du coup, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment ça, c'est rendre ce truc-là accessible au maximum de monde. Et Donc, vous avez accessoirement, prévu... Oui, pardon, vas-y. vas-y, non, excuse-moi. Non, juste pour dire, accessoirement, c'est en fait tout un écosystème. C'est-à-dire qu'en réalité, effectivement, tu vas avoir cette marketplace NFT, mais pas que. Ça, c'est un des maillons de la chaîne. Derrière, tu vas commencer à le citer, et je pense qu'on va y revenir. Il y a Daga Labs. Donc, Daga Labs, on va y revenir. Il y a le Daga aussi, qui sera le token qui va venir sous-tendre l'économie sur cette plateforme-là. Il y a aussi un outil de création graphique. Le but, c'est qu'effectivement, quelqu'un, un petit peu, bon, pour ceux qui connaissent, hein, par exemple, Figma ou Illustrator ou peu importe, un outil qui sera directement accessible via navigateur qui pourra permettre à tous les créateurs du monde entier, sans avoir beaucoup de ressources, de pouvoir tout de suite créer sa collection NFT, la générer, créer des attributs, etc. Ou faire enfin bref, plein de choses sont prévues en ce sens. Le but, c'est de rendre, comme le disait Ludovic, vraiment accessible la technologie NFT et la création de NFT à tout le monde, et pas faire en sorte que des gens qui seraient en Afrique, en Asie, en Amérique latine, n'en bénéficient que dans 3, 4, 5, 6, 10 ans, et que les autres en fait aient eu le temps d'apprivoiser l'outil, d'apprivoiser la technologie et de faire tout l'argent qu'il était possible de faire et leur laisser des miettes. Oui, non, mais ça c'est super intéressant de fournir les outils pour créer ses propres NFT. On voit de toute façon de plus en plus de personnes nouvelles dans le milieu qui connaissent pas du tout, et avoir une marketplace avec tous les outils, pour l'instant ça n'existe pas, je connais pas. Et permettre en fait à tous les personnes susceptibles de rentrer dans le marché, c'est super intéressant en fait. Ouais. J'ai vu qu'il y avait différentes sections sur Sandaga. Alors vous parlez d'une sélection sélective où il y aura des collections vérifiées, et puis une sélection un peu plus ouverte. Ça va se passer comment en fait? Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, nous à la base, avant même de parler de NFT, on s'était vraiment très très calé sur le côté marketplace en tant que tel. Donc vraiment là-dessus, on a bouffé des bouquins, on a bouffé des échanges, notamment aux États-Unis, avec des mecs très calés sur les marketplaces, mais en dehors du monde de NFT. C'était encore avant. On était juste sur la marketplace classique. Par exemple, j'en cite quelques-unes, mais Amazon c'est une marketplace, Uber c'est une marketplace. Voilà. Donc avec des gens qui étaient issus, qui avaient quand même un bon niveau et qui étaient issus de ces sociétés-là, pour effectivement échanger avec eux sur le comment bien réaliser une marketplace. Enfin bref, tout ça pour dire que il s'avérait que pour être le plus efficace possible, il fallait avoir une marketplace qu'on qualifie de ouverte. Et nous, on était plutôt partis. Alors en fait, il y a 3 catégories de marketplace. Tu as la marketplace ouverte, la marketplace semi-ouverte et tu as la marketplace fermée. Alors la différence, c'est quoi? C'est que sur ouverte, tout le monde vient, venez tous, on fait la sélection plus tard. Si jamais il y en a qui font n'importe quoi, on les vire plus tard, mais c'est ouvert au début, il n'y a pas de sélection. Semi-ouverte, il y a une sélection, mais qui est relativement entre guillemets gentille, voilà, où tu peux quand même rentrer, mais il y a quand même une petite sélection, il faut que tu nous donnes telles infos, etc. On va faire une petite sélection. Et fermé, il y a une sélection drastique, et du coup, il y a vraiment très peu de monde dessus. Par contre, c'est du monde de grosse qualité. Et en fait, c'est très simple, le rapport à l'argent, il est très très simple au business que tu vas pouvoir générer. Plus tu es ouvert, plus tu vas générer de chiffre d'affaires. Et donc concrètement, nous, on voulait plutôt aller sur quelque chose de semi-ouvert pour être quand même sur quelque chose de sélectif. Et en fait, on se dit que quelque chose de totalement ouvert sera beaucoup mieux. Mais c'est pour ça qu'on est arrivé avec cette méthode un peu hybride, si tu veux, où on va avoir une marketplace NFT qui sera, elle, totalement ouverte. Et en revanche, dedans, on aura une section qui, elle, sera un petit peu plus fermée, donc semi-ouverte, où il y aura quand même malgré tout une sélection. Alors pour 2 choses. La première, c'est qu'effectivement, on veut que ce soit une sélection pour, tu vois, tous les créateurs des pays en développement dont on était en train de parler. Il y en a certains qu'on va mettre en avant, qu'on va sponsoriser, dont on va dire qu'effectivement, il faut aller voir le travail. Donc on veut leur donner un coup de pouce. Premier point, sur ce côté sélectif. Deuxième point, c'est aussi surtout pour toutes ces collections un peu vérifiées. Sur OpenSea, par exemple, nous, je passe ma life sur OpenSea, bon, beaucoup moins maintenant parce qu'on a un peu moins de temps, mais concrètement sur OpenSea, le problème qu'il y a à chaque fois qu'il y a une nouvelle collection qui va dropper, c'est qu'en fait, tu vas te retrouver avec une dizaine, alors en fonction de la hype autour du projet, une dizaine de fausses collections. Et il y a à chaque fois des centaines de personnes qui se font avoir et qui achètent des fausses collections. Et nous, voilà, ça c'est le genre de sélection qu'on aimerait faire et faire en sorte que tout de suite, on puisse échanger avec les personnes qui ont créé la collection et que tout de suite on puisse dire, ok, c'est eux. Eux, c'est les vrais. Voilà. Et ça se fait très facilement. Une adresse mail, tu nous vérifies ça par Twitter, tu viens nous parler sur Twitter, c'est le bon Twitter, tu nous as parlé à nous, tu nous as bien donné la bonne référence de page
sur Sandaga, donc on sait que c'est bien toi, c'est vérifié. Et ça, c'est le genre de sélection qu'on aimerait faire, ne serait-ce que pour éviter pas mal de scams qui pourraient intervenir au cours du lancement, notamment de certaines collections. Donc Sandaga, en fait, c'est le nom d'un marché à Dakar, de ce que j'ai lu, au Sénégal. Votre objectif, la première étape du programme, en fait, d'après ce que j'ai lu, c'est la création d'une unité de formation à Dakar. Exactement, l'idée de nous, c'est de pouvoir dépêcher sur place des gens qui ont le savoir, qui pourront transmettre ce savoir-là, mais pas nécessairement que des gens. Il va falloir aussi déplacer du matériel parce que voilà, quand même, il y a quand même un matériel et puis voilà, une connexion. Il y a plein de choses qu'il va falloir fournir aux gens que nous on formera à ce monde-là. L'idée, c'est que vraiment nous on puisse déjà, dans un premier temps, aller identifier des artistes, des gens qui font de la créa, qui ont un talent, qui ont quelque chose vraiment à proposer, un truc. Voilà, il y a déjà ce travail-là à faire, à identifier les gens. Et une fois qu'on les a identifiés, c'est nous d'aller déplacer des équipes formées qui, eux, pourront prendre en charge ces personnes-là pour voilà, les former, leur donner le matériel qui va bien, leur donner le local qui va bien pour pouvoir faire tout ça. En gros, ça va nécessiter pas mal de logistique, mais pour le coup, on croit vraiment au potentiel de ce système de formation parce que on est allé déjà faire un audit un petit peu de ce qu'on pouvait trouver en thème d'art, déjà en Afrique, un petit peu en Amérique latine, tout ça. Et bon, il y a des trucs comme tout le monde le sait, il y a des trucs de dingue qui mériteraient vraiment pour le coup d'être mis sur le devant de la scène. Et pour l'instant, c'est des choses qui, voilà, ça peut pas se vendre. C'est fait sur des supports qui peuvent pas voyager ou qui y a pas de sens, où c'est vendu nulle part si ce n'est sur place, dans la monnaie locale, avec voilà. Enfin bref, ça pose plein de soucis. Si nous, en termes en tant qu'occidentaux, on veut acheter ça pose beaucoup de soucis. Donc on pense vraiment que le fait de présenter les NFT à ces gens-là, de leur donner les moyens de pouvoir se mettre en avant, de pouvoir vendre leurs œuvres, il y a vraiment moyen que ça crée quelque chose de dingue, autant pour eux que pour nous, quoi, clairement. Donc ces programmes seront financés en partie par les recettes du marché Sandaga et de Metaverse Marauders, qu'on va parler juste après, en fait. Clairement, exactement. Ouais. 5% de tout l'argent qu'on va générer, 5% de tout l'argent qu'on génère est directement redistribué à ce programme-là. Donc c'est beaucoup d'argent, surtout quand tu sais combien est-ce que tu peux faire d'argent avec une collection NFT, avec les royalties, etc. C'est beaucoup d'argent, mais tout cet argent-là, effectivement, va être directement redistribué au Sandaga Education Programme pour effectivement aider ces gens-là à être un petit peu plus aware de ce qui se passe dans le monde des NFT et plus généralement sur la blockchain, plus généralement même sur l'entrepreneuriat. Parce que le but, c'est pas de laisser quelqu'un, hop, tu crées ta collection et on te laisse tout seul. Non, derrière, on va t'expliquer comment est-ce que tu peux gérer ton argent, qui plus est ta crypto, etc., etc. Tu vas pouvoir stacker de l'argent, tu vas pouvoir prêter de l'argent s'il le faut à d'autres gens, du coup, tu vas te toucher des revenus. Enfin bref, il y a plein de mécanismes à mettre en place que nous, on va mettre en place notamment avec le DAGA et faire en sorte que ces gens-là, ils soient sensibilisés. Et de façon plus globale, pour revenir sur ce que disait Lude, le but, c'est aussi surtout de faire en sorte que, par exemple, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, qu'il y ait une véritable, un peu comme il y a aujourd'hui, une véritable identité artistique sur les NFT. Aujourd'hui, bon, on est tous un petit peu mélangés, il n'y a pas vraiment d'identité française, il n'y a pas d'identité européenne, américaine, etc. Le but, c'est qu'à terme, il y ait vraiment une identité. Et que plus tard, dans 5-10 ans, on puisse dire, ouais, ça c'est un NFT africain, ça c'est un NFT asiatique, qui ait une consonance. Et pour ça, il faut vraiment que tout le monde parte du même pied. C'est ça, et puis surtout, juste pour rajouter un petit truc là-dessus, nous, on va clairement s'appuyer pour construire tout ça sur l'expérience qu'a Hélène de tout ce côté-là humanitaire. Elle, de son côté, c'est quelqu'un de très impliqué là-dedans. Elle est présidente d'une association en France. Elle a fait déjà pas mal de choses, que ce soit en France, en Afrique. Elle a vraiment cette expérience-là. Elle a beaucoup de contacts également, au Sénégal. Elle fait partie de l'association. Elle fait partie de C'est que du bonheur, je crois, là, l'association. Exactement. C'est la présidente de la fondatrice. Exactement. Ouais, c'est elle qui gère C'est que du bonheur. D'ailleurs, moi, j'étais, si tu veux, référent de la région sud avant de venir effectivement ici à Paris. Mais effectivement, c'est un travail de malade qu'elle fait. Alors, pour ceux qui ne savent pas, C'est que du bonheur ou c'est KDB. Vous avez peut-être dû le voir à passer à la télé, voilà, Cyril Hanouna ou même Vendredi Tout est permis, etc. Parfois, ils en font un peu la promotion. Le but, c'est véritablement d'aider les enfants hospitalisés, donc les enfants adolescents hospitalisés. Donc concrètement, le but, ça va être de leur donner des cadeaux, de faire des animations et aussi surtout parfois de leur amener des célébrités pour essayer un petit peu de les sortir de ce carcan qui est celui de l'hôpital. Et voilà, parce que c'est des enfants et un enfant, normalement, ça n'a rien à faire dans un hôpital. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus, mais ça aussi, c'est des trucs qui nous touchent et c'est des trucs sur lesquels on a envie de faire avancer les choses. Mais pareil, on est en train de travailler avec elle sur plus tard ce qu'on pourrait faire, notamment par exemple sur CKDB, etc. En termes de NFT. Je suis persuadé qu'on peut faire des trucs de malade. Oui, moi aussi, je suis persuadé.
Ok, on va parler de maintenant Metaverse Marauders, si vous voulez bien. Let's go. Je sais pas si vous pouvez partager l'écran ou Eddie, je sais pas si on peut partager un écran Que je montre du site. le site internet. C'est comme vous voulez. Ouais, il est magnifique. Sincèrement, votre site, il est top. Merci beaucoup. La roadmap, elle est impressionnante. Il y a beaucoup de choses à dire sur Metaverse Marauders. Ouais. Donc, on va commencer. Donc, Metaverse Marauders, c'est 12 000 NFT, des Marauders qu'on va appeler, avec plusieurs espèces. Exactement. 12, d'après ce que je lis sur le Exactement. site. 12 espèces, 8 ont été révélées à ce Donc, jour. en quoi va consister Metaverse Marauders? Bah, en fait, si tu veux déjà au niveau d'espèces, effectivement, hein, c'est 12 espèces différentes. 8 ont été révélées. Et dedans, en fait, tu vas avoir des espèces notamment qui auront plusieurs genres, donc mâle, femelle. Donc en fait, en tout, ça fait 20 silhouettes différentes. Donc ça fait 20 silhouettes différentes à dessiner. Et ce qu'il faut savoir derrière, bah, de toute façon, je vais te laisser le lu parce que c'est ta partie, mais il y a vraiment une complexité et une profondeur que aucune autre collection n'a. Et quand je dis ça, sincèrement, on connaît les collections NFT, c'est pas pour faire les mecs en mode ouais, nous on est les meilleurs. Non, vraiment, on s'en fout de ça. C'est juste que là, pour le coup, c'est le cas. Voilà. Il y a combien En d'artistes gros, qui si travaillent dessus sur Il est là. C'est il est moi. tout seul? Non, tout seul? Oui, disons que les nuits ont été courtes, mais on est encore, comment dire, on est encore sur la finalisation de pas mal de petits détails, mais disons que ouais, les nuits ont été courtes pendant un moment. Ouais. Mais en gros, grosso modo, nous, oui, voilà, comme disait Ryan, nous, on est parti donc du coup sur 12 espèces et avec les genres, on arrive à 20 morphologies différentes. Ce qui fait que quand on a un attribut, on a deux types d'attributs, mais pour un attribut classique, qui par exemple serait, je dis n'importe quoi, moi, un t-shirt blanc, l'idée c'est que ce t-shirt blanc va devoir être redessiné 20 fois. Chaque attribut est redessiné pour chaque espèce, parce que d'un mâle à une femelle, ils n'ont pas même pas la même morphologie, mais je vous explique même pas d'un alien à un autre. Parce que vous avez notamment par exemple les Nietzsche qui eux sont très costauds et ont des cornes sur les épaules. Bah, nécessairement quand on dessine le t-shirt, il faut faire passer les cornes par des trous qui sont créés dans le t-shirt. Le t-shirt a été conçu pour lui. Pareil pour un humain, un homme et une femme n'ont pas la même coupe de t-shirt. En gros, c'est ça. Ça, ce serait pour des attributs, on va dire, génériques. C'est un attribut qui est le même pour chaque espèce. En gros, t-shirt blanc, tout le monde a un t-shirt blanc. Nous, là où on s'est amusé à mettre de la complexité, et là c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, parce qu'on voulait vraiment que la collection soit un petit peu profonde et que les gens puissent aller creuser l'univers, c'est les attributs qui vont être non génériques. Grosso modo, nous, on va faire un attribut qui, par exemple, va s'appeler couronne, et la couronne n'est pas nécessairement la même d'une espèce à une autre, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit la même chose, déjà, et que nous, ça nous permet vraiment d'aller creuser sur le background de chaque espèce, parce que nous, les humains, une couronne, on va tout de suite imaginer ça comme quelque chose de doré, avec des diamants, et pourquoi pas de la moumoute, enfin, on peut imaginer ça, voilà, c'est le côté humain, mais peut-être que pour une autre espèce, bah non, c'est peut-être simplement se poser une touffe d'herbe sur la tête. Peut-être que c'est simplement s'entourer la tête de bandelettes ou de cordes, ou je ne sais pas. En gros, c'est un petit peu l'idée qu'on a voulu creuser, et ça, on l'a fait sur tous les attributs, que ce soit pour les vestes, pour les casques militaires, pour des lunettes de soleil, pour plein de choses, pour les piercings. On est allé creuser à chaque fois sur des attributs non génériques comment telle espèce, elle, allait vivre tel accessoire. Comment eux, ils estiment être un casque militaire. Nous, on estime que c'est pour protéger la tête. Peut-être que d'autres, ça protège un petit peu moins, d'autres un peu plus. Si on a une espèce guerrière, elle va avoir un casque de fou. Une espèce qui est complètement pacifique, il n'y a pas de sens à avoir un casque de dingue, et au contraire. Ah, voilà, nous on s'est vraiment amusé beaucoup sur ces attributs-là. Bon, ça réclame beaucoup de travail, mais vraiment pour le coup, c'était vraiment génial comme taf parce que du coup, ça nous a permis vraiment de donner la profondeur à la collection. Non, mais c'est impressionnant, hein, les couleurs, même le fond, hein, le background, tout n'a pas été révélé encore, je crois pas. Non. Il y a 16 backgrounds différents. Ouais. Et il y a un travail de fou. Hein, Enfin, pour te donner un chiffre, là, en gros, un background random, grosso modo, en termes de travail, ça nécessite grosso modo entre 4000 et 10 000 traits, grosso modo. Et ça nécessite entre 5 heures et 11 heures de travail selon la complexité du background. Non, c'est chouette. Donc, vous aviez fait le choix de partir sur Arbitrum.
vous êtes revenu en arrière. Est-ce qu'on peut voir un peu Arbitrum, en parler? Est-ce que c'est un Bien sujet sûr. tabou, pas tabou? Pas du tout. Euh, Tout est mais transparent. Non, non. donc c'est vrai que la pre-sale a pas très bien fonctionné sur Arbitrum. Est-ce que vous pensez que c'est lié à Arbitrum ou comment vous expliquez un peu le fait que est-ce que c'est trop tôt? Ouais, alors justement, hein, pour ceux qui Pourtant, connaissent hein, pas encore. franchement, sincèrement, sur le site, hein, il y avait tout. Hein. Tout était bien expliqué. Vous aviez fait des super Ouais, tutos pour expliquer tout. bien sûr. C'était vraiment super bien fait. Hein. Ouais, on a essayé effectivement de faire en sorte que les gens puissent comprendre au mieux, mais pour ceux qui sont avec nous et qui comprennent pas, qui savent pas encore forcément ce que c'est qu'Arbitrum, donc aujourd'hui il y a Ethereum, voilà, que tout le monde connaît plus ou moins, c'est vraiment là qu'il y a l'essentiel des NFT, et dessus il y a un layer 2, alors il y en a plein des layers 2, hein, voilà, Matic par exemple, enfin bref, il y en a plusieurs, dont effectivement Arbitrum, qui est un layer 2 un peu particulier, qui est sur Optimism, enfin on rentre pas dans les détails. Concrètement, c'est un layer 2 qui est sorti le 31 août, donc c'est relativement récent, et sur lequel effectivement il y avait pas mal de promesses. Pourquoi? Parce qu'il y avait essentiellement deux paramètres qui allaient être améliorés via ce layer 2. C'est le premier, hein, le plus important, c'est des gas fees très bas. Et effectivement, c'est le cas. Il y a des gas fees qui sont très bas quand on vous compare notamment à Ethereum. Alors attention, on ne compare pas aux autres. Hein. Il y a d'autres blockchains sur lesquels effectivement c'est encore plus bas. Mais quand on reste sur la blockchain Ethereum, effectivement, c'est des gas fees qui sont très bas. Et aussi des transactions qui sont très rapides. Vraiment, c'est de l'ordre de la seconde, même pas parfois. Donc c'est très rapide et ça change effectivement d'Ethereum. Pour la petite comparaison, vous voyez, hein, quand vous mintez ou quand vous achetez un NFT sur OpenSea sur Ethereum, bah, vous voyez bien que vous allez payer $60, $80, $130. Et parfois, on voit bien que quand vous êtes sur OpenSea, ça vous dit, voilà, vous avez successfully purchased, enfin, vous avez bien acheté tel NFT, et on voit bien que des fois, ça tourne pendant quelques secondes quand même. Ouais. Alors que sur Arbitrum, ça n'existe pas. Les gas fees, ça va être $5 à peu près, maximum, allez, $10 max quand il y a vraiment, quand c'est bouché. Et la transaction va durer maximum 3-4 secondes, mais c'est le grand max. La plupart du temps, ça dure moins d'une seconde. Donc voilà pourquoi, pour les avantages d'Arbitrum. Arbitrum, c'est pas quelque chose qu'on va oublier. Pourquoi? Parce que pour nous, selon nous, hein, vraiment, Arbitrum, c'est l'avenir des NFT sur Ethereum. Alors il y a Arbitrum, il y a Optimism, il y en a plein d'autres, mais en tout cas, de façon plus globale, les layers 2 sur Ethereum, pour nous, c'est l'avenir et c'est très simple. Il n'y a pas de, à mon sens, en tout cas, il n'y a pas forcément de débat là-dessus. Tout va se situer, tout va migrer, tout ce marché-là, tout ce volume-là va migrer vers les layers 2 d'Ethereum. Mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et nous, on a tenté effectivement tout de suite de se positionner sur Arbitrum comme étant l'une des premières collections à y être et aussi l'une des premières marketplaces, parce qu'il faut savoir que lorsque nous, on a fait notre pre-sale sur Arbitrum, on avait notre propre marketplace, donc il n'était même pas nécessaire de passer par un équivalent d'OpenSea. Tout était faisable chez nous avec notre propre marketplace. Et évidemment, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait 0% de platform fees. Hein, donc concrètement, quand vous vendiez un maraudeur sur notre marketplace, vous ne payez absolument aucun fee supplémentaire, si ce n'est effectivement les royalties. Donc du coup, voilà ce qu'il en est. Alors ensuite, pour répondre à ta question, effectivement, on a quand même vendu un petit peu plus de 1400 maraudeurs, donc mine de rien, à 0,1 Ether, au prix de l'Ether aujourd'hui, on est quand même un petit peu on est à peu près environ $500 000, donc on parle quand même d'un demi-million de dollars, on n'est pas non plus en train de dire que c'est complètement une faillite et qu'on va mettre la clé sous la porte et que ça va pas du tout, c'est quand même un demi-million de dollars. Donc aujourd'hui... Non, je dis pas le contraire. Hein, mais compte tenu de ce qui sort, et sincèrement, par rapport à ce que votre travail, la valorisation de votre travail, par rapport à des fois à des séries, des collectibles qui sortent, qui sont complètement bas de gamme, et qui sont sold out en une demi-heure, une heure, sur 5 ou 10 000 exemplaires, le fait que vous soyez pas plus sold out, c'est pour moi incompréhensible. Dans le sens où les visuels, le travail, c'est impressionnant. C'est clair, et je suis gentil, c'est gentil, pardon, et je suis complètement d'accord avec toi. C'est qu'en fait, effectivement, pour nous, c'est dû justement au fait qu'on ait été sur Arbitrum. Et en fait, Arbitrum, il y a très peu de monde, il y a très peu de liquidité, il y a très peu de volume, très peu de monde connaît Arbitrum. Et la réalité, c'est que nous, dès lors qu'on a annoncé qu'on allait aller sur Arbitrum, on a vu qu'il y avait beaucoup de monde qui s'était mis en retrait, et la hype qu'on avait réussi à créer jusque-là, elle s'est un peu tassée. On a senti qu'il y avait beaucoup de monde qui disait non, mais attends, en fait, Arbitrum, on comprend que dalle à ton histoire. Nous, on veut du Ethereum, à la limite du Solana. Voilà, mais commence pas à nous partir sur Arbitrum, on n'y comprend rien, on n'ira pas, c'est trop dur. Et donc, on a perdu beaucoup de monde en allant sur Arbitrum, et on est en train de récupérer tout ce monde-là en revenant effectivement sur Ethereum classique, entre guillemets, où en fait, on est passé, au moment où on a arrêté la sale sur Arbitrum, on était à peu près... je crois qu'on était quelque chose comme 6000 sur le Discord. Et dès lors qu'on a annoncé, il y a moins d'une semaine, là, qu'on revenait sur Ethereum, là, on est bientôt 10 000
sur le Discord. Donc concrètement, il y a eu le retour de la hype parce que les gens se disent, bah ok, maintenant c'est accessible et je vais pouvoir minter sur Ethereum parce que je suis à la maison. Et ça, je peux complètement le concevoir. Donc voilà, mais effectivement, hein, je reviens à ce que tu disais, je suis complètement d'accord avec toi, Jean-Phi. C'était pour nous, quelque part, pas forcément un échec, parce que comme je te l'ai dit, on a quand même réussi à faire 500 000 $ et c'est pas rien. Mais c'est vrai qu'au vu de ce que nous on a mis dedans, et quand on compare notamment à ce qui existe aujourd'hui dans le monde des NFT, t'as envie de te dire, ouais, c'est un peu un échec. pas quand juste. tu compares, c'est C'est ça. pas juste. Ouais, bah après, de toute façon, le marché a toujours raison, hein. Donc de toute façon, Oui, non, mais je suis d'accord. Ouais. Après, ce qu'on a vendu, c'est notre faute. et ce qui est bien aussi, c'est que vous avez pris en considération les éléments et vous vous êtes dit, bon, on fait marche arrière, on va sur Ethereum et après, on ira vers Arbitrum. Exactement. C'est, Donc, comment ça va se passer? Ceux qui ont acheté sur Arbitrum, moi j'en ai pris sur Arbitrum. Super. Comment ça va se passer? Ça va être renvoyé automatiquement? C'est vous qui chargez de vous occuper du transfert, tout? C'est ça, on fait tout, tu ne paieras rien évidemment. Tout ce qui va se passer, donc là en fait il y a ce qu'on appelle un bridge. Donc là le bridge c'est une modification sur le smart contract, c'est quelque chose de très compliqué qu'est en train de faire notre lead blockchain développeur. Donc lui il est en train de se charger de ça, il est encore là-dessus toute la soirée je pense. Mais en tout cas c'est en train de se faire, là il est en train de finaliser tout ça. Ça devrait être fini demain dans la journée. Et ensuite va effectivement débuter les airdrops. Donc tous ceux qui ont effectivement acheté un NFT Metaverse Morders sur Arbitrum vont se voir airdropper le même NFT, le même numéro avec la même espèce, etc. sur Ethereum, et ce sans le moindre coût, hein, évidemment. On ne va pas vous faire du lazy mint comme le font parfois certaines collections. Donc le lazy mint, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand en fait on te dit ben voilà un lien, tu peux aller minter, ça ne te coûte rien, hein, le mint est gratuit parce que dans ton wallet on a repéré ton adresse et le mint est gratuit. Par contre tu vas payer les frais de gaz. Et ça, nous, c'était hors de question qu'on fasse payer à qui que ce soit les frais de gaz, puisque c'est nous qui sommes censés être responsables de ce changement. Donc concrètement, on va payer les frais de gaz qui sont relativement élevés. Voilà, ça me fait mal à chaque fois que j'en parle, mais c'est comme ça. Oui, non, mais On parle d'un petit billet, ouais. oui, non, mais je pense que ça va représenter une petite somme quand même. Ouais. Donc c'est prévu après pour la suite. Lancement quand pour parce que là on parle de pre-sale. Maintenant on va parler plus de lancement sur la blockchain Ethereum. Vous avez une date qui a été définie ou ce sera courant octobre? C'est ça va être late October dans le sens où on veut s'assurer qu'effectivement tout le monde, tous les gens d'une part, hein, tous les gens qui avaient été un petit peu, si tu veux, surpris par notre annonce d'Arbitrum puissent revenir, et surtout qu'on aille chercher encore un petit peu plus de monde, parce que maintenant qu'on est sur Ethereum, le lapsus, maintenant qu'on est sur Ethereum, du coup, en fait, il y a beaucoup plus de gens à aller cibler. Je dis pas que c'est beaucoup plus simple, même si ça l'est dans les faits, mais il faut quand même qu'on se concentre, hein. C'est pas non plus hyper facile, mais du coup voilà, vu qu'on a beaucoup plus de latitude, là maintenant on veut lancer des leviers de communication un petit peu plus forts pour s'assurer effectivement d'aller taper le plus grand nombre. Donc là on a plein de choses qui sont en train d'être mises en place, plein de leviers qui sont en train d'être mis en place, et on a hyper hâte que tout ça sorte pour qu'effectivement on fasse valoir un peu ce que tu disais toi, et à nouveau je te remercie, c'est la qualité que nous on va venir apporter. Et leur montrer qu'en fait, on a beaucoup plus de choses à proposer qu'un projet NFT classique. Encore une fois, je crache pas du tout hein, sur les projets NFT, mais c'est vrai qu'il y en a qui se foulent pas beaucoup, voilà, on va dire. Alors que nous, il y a vraiment une vraie startup, un vrai business derrière. Donc nous, vraiment, Non, voilà. mais ne serait-ce que le site, hein, le site il est quand même super, enfin il est super clean. C'est cool. Franchement, c'est Merci beaucoup. un super travail. Hein. Merci beaucoup. Donc, une fois que vous allez lancer la vente publique sur Ethereum, donc il y aura la révélation de la collection. Ouais. Et ça, on a hâte. On a vraiment très hâte. Très hâte de montrer à tout le monde. Les packs, parce que là, c'est en forme de pack. On sera obligatoirement... on pourra les garder fermés ou est-ce qu'on pourra et où seront automatiquement reveal? Alors, je te laisse répondre, Lulu. On est en train de. J'ai pas envie. En fait, le truc c'est que j'ai pas envie de teaser, j'ai pas envie de révéler toutes les petites surprises que nous on veut faire pour le reveal, mais disons que on est en train d'essayer de faire quelque chose de sympa. On est en train d'essayer, on est en train d'imaginer quelque chose de sympa pour la transition entre le pack et la créa et le NFT final que les gens vont obtenir.
Donc c'est très dur parce que j'ai très envie de révéler ce qu'on va faire exactement, mais on est encore en train de peaufiner un petit peu cette petite surprise. En tous les cas, on va essayer de faire un truc sympa. Alors, on veut pas juste que les gens aillent refresh et puis pouf, ça a changé. On est en train d'essayer de travailler sur un truc un petit peu plus sympa. Non, mais je voulais savoir si moi je pouvais garder mon pack fermé Pour répondre à ta question, un laps de temps que je définis moi-même. en fait, que je revends le pack. Ouais, voilà. En fait, si tu veux, pour répondre à ta question, toi, tu parles un peu un genre de mint pass, quoi, en gros. Hein. C'est ce à quoi tu fais référence. Non, j'ai mon pack, mais j'ai pas envie de l'ouvrir. J'ai envie de le revendre fermé. Est-ce que c'est possible? Oui, voilà. En fait, c'est ça. En fait, si tu veux, c'est l'équivalent d'un mint pass. C'est-à-dire qu'en fait, t'as un truc qui n'est pas la collection finale que tu peux garder. Un mint pass, en fait, tu peux le garder sans pour autant minter jamais de ta vie, hein, mais tu peux le garder et puis si tu veux, tu peux le minter, du coup, ça se transforme. Mais effectivement, nous, on n'est pas du tout sur ce côté-là parce qu'on prévoit effectivement de. Bon, enfin, je vais en dire trop là, mais enfin bref, non, il n'y aura pas de mint pass et ce sera pas. En fait, il n'y aura pas ce mécanisme-là. Tu auras fondamentalement un reveal. Vous avez prévu un play to earn? Est-ce que vous pouvez en parler? Oui. On peut en parler. Oui, on peut en parler. Bon. Complètement. Et ça c'est quoi? Un 2D, 3D? Qu'est-ce qui est prévu sur le Play to Earn avec les Metaverse Marauders? Ils vont nous faire révéler toutes nos surprises, hein, Ryan. Ah non, c'est sur votre roadmap. Hein. Moi, j'ai repris la roadmap. Non, t'as raison, j'en parler d'un Play to Earn. T'as raison. Non, mais le truc, c'est qu'effectivement, il y aura un play to earn. C'était pas quelque chose qui était de base prévu dans la roadmap, pas du tout. C'est beaucoup de messages, c'est beaucoup d'échanges avec la communauté des Marauders qui nous ont effectivement dit que c'était quelque chose qui s'apprêtait bien à la collection qu'on avait créée, notamment de par la profondeur en termes d'espèces, etc., etc. Donc nous, ça va être un play to earn, si tu veux, qui sera pas aussi ambitieux que ce qu'on peut voir dans d'autres projets NFT, pour être totalement franc et honnête. Par contre, on pense que ça va être assez fun. Donc, comme dans le nom, il y a du earn, donc les gens pourront gagner des choses. Le seul truc que je peux dire, que je peux révéler, qu'on n'a pas encore forcément révélé, c'est qu'il y aura une partie de jeu d'équipe. Voilà. Voilà. Mais concrètement, on sera sur quelque chose d'assez basique et il y aura une dimension équipe. Voilà, parce qu'il y a pas mal qui seront liés aux espèces ou... Ouais, totalement. Ouais. Totalement. Okay. Donc des espèces contre d'autres espèces, quoi. Enfin, ça sera un peu pas la guerre des étoiles, mais kind of. en tous les cas, on est en train de travailler à fond sur l'aspect graphique que ça aura, parce qu'il faut que ça reste quelque chose de sympa. Je pense que t'as pu le voir, on y met beaucoup d'attention sur cet aspect graphique. C'est quelque chose que, certes, moi je suis celui qui tient qui est au bout du stylo, mais en fait on passe un temps fou à dialoguer, que ce soit entre nous, mais même avec les gens de la communauté, même avec les Master Marauders, donc vraiment les gens qui nous accompagnent, les gens de la communauté qui se sont portés volontaires pour nous accompagner aussi, pour nous aider. On échange beaucoup et donc ça prend un temps de dingue, mais on est en train de travailler, on va préparer une petite tuerie de toute manière. En tous les cas, on sortira pas quelque chose d'inabouti, quoi. C'est ça, et puis pour rebondir sur ce que disait Ludovic, il y a un lore. Alors ça, c'est les Anglais qui aiment parler de lore. D'ailleurs, petite anecdote, ça me fait tellement plaisir de pouvoir parler en français des Metaverse Marauders. J'ai tellement l'habitude à chaque fois de parler en anglais. Et tu sais, quand c'est ta langue maternelle, tu peux vraiment, tu vois, faire ressortir tes vrais sentiments, tu vois. En anglais, les mots, c'est pas vraiment ce que tu voulais dire. Donc là, c'est cool, tu vois. Voilà, et si vous voulez vous faire plaisir, allez voir les AMA que je fais en anglais sur la chaîne, et vous allez comprendre le plaisir que j'ai à parler de la créa en français. C'est incroyable. Parfait. mais effectivement, le lore, l'histoire, on a vraiment abouti. Ouais, vas-y. Non, mais c'était juste ça. C'était vraiment dire qu'on a aussi vraiment travaillé l'histoire qu'il y a derrière. On l'a pas encore vraiment beaucoup mis en avant. Et c'est un truc qu'on est en train de mettre en avant, notamment via tout un tas de leviers sur le site. Mais il y a vraiment, chaque espèce a une histoire. Il y a des conflits entre les espèces. Il y a vraiment une profondeur, si tu veux, même sur les attributs, ok, sur la collection, ok, mais même dans l'histoire, il y a une véritable profondeur. Et ça, on va encore essayer de le mettre un petit peu plus en relief dans les semaines qui arrivent. Vous allez, en fait, les détenteurs de Marauders auront des drops ultérieurement, de ce que j'ai vu, ou des whitelists sur des projets. Ouais. On va parler un peu du DAGA. Est-ce que c'est le token de gouvernance de l'écosystème Meta Marauders, ou comment ça va se passer? Est-ce que vous pouvez parler un peu du token? Bien sûr. Alors le token, tout l'aspect tokenomics n'est pas encore terminé, évidemment. C'est quelque chose qu'on estime sortir, si tu veux,
au premier semestre 2022. Donc on est en train de travailler dessus, même si là, le launch de la collection nous prend beaucoup de temps. Donc c'est quelque chose qui est pour l'instant mis de côté. Mais effectivement, les idées de base sont là. Ce sera un DAGA qui sera évidemment au cœur de l'économie de la marketplace Sandaga. Comme tu l'as dit, évidemment, avec une dimension gouvernance. En fait, il y a plein de mécanismes. On va pas parler de tout, ça prendrait beaucoup trop de temps. Il y a plein de mécanismes qui vont être mis en place à travers effectivement ce DAGA-là, donc ce token-là. Notamment, par exemple, on parlait notamment, tu sais, de sélectivité sur la marketplace, une sélectivité légère, mais certes sélectivité. Et on peut imaginer effectivement qu'il y ait des oracles, ce qu'on peut qualifier d'oracles, qui seront eux rémunérés en DAGA pour leur travail de sélection sur les nouvelles collections qui vont justement arriver sur la plateforme. Voilà, c'est le genre de mécanisme que nous on va mettre en place. Il y a aussi effectivement un mécanisme de gouvernance pour effectivement nous aider à choisir effectivement quels seraient potentiellement les meilleurs choix à faire sur la plateforme Sandaga, etc., etc. Donc plein de choses effectivement à mettre en place derrière, mais ce sera un vrai token avec une vraie utilité. Ce ne sera pas juste une currency, entre guillemets, une devise, ce sera aussi un token avec de l'utilité derrière. On a défini la quantité de DAGA qui va être minté, ou c'est quelque chose qui est en travail encore? Pas encore, c'est en travail, ouais. Les détenteurs il y aura quoi? Il y aura un drop pour ceux qui ont des Metaverse Marauders, ou comment ça va se passer en fait? Ouais. Totalement, il y aura un snapshot qui sera fait à un moment donné, et il y aura un airdrop qui sera effectué. Ce sera un airdrop qui sera vraiment, tout le monde aura le même montant de DAGA. Et derrière, évidemment, plus tu as de Marauders, plus effectivement tu vas avoir de DAGA, puisque ce sera un montant propre à un NFT Metaverse Marauders. Donc si tu en as 10, tu as 10 fois le montant de base. Ce DAGA, il sera utilisable sur la plateforme Sandaga pour acheter peut-être plus tard des œuvres d'artistes. Complètement. Il pourra te servir à faire ça et quelques autres choses notamment. Pour pas tout révéler, par exemple du stacking couplé à des NFT. Voilà. Juste pour teaser le truc, ce sera ça effectivement. Ok, c'est super intéressant ça. On va parler un peu de DAGA Labs, si vous voulez en parler. Complètement. Qu'est-ce que c'est que DAGA Labs en fait? En fait, DAGA Labs, c'est déjà ce que nous on est en train de créer. Donc Metaverse Marauder, c'est fait par le DAGA Labs. DAGA Labs, c'est aussi un NFT studio qu'on va mettre en place pour notamment créer des collections pour des célébrités et des marques. Donc là, actuellement, maintenant, tout de suite, on est déjà en train de discuter avec des célébrités et une marque, mais on parle de marque, mais là, c'est une marque si on veut, mais c'est quelque chose d'assez conséquent. Alors pour l'instant, rien n'est fait, évidemment. Rien du tout, donc de toute façon dans le business on sait très bien que tant que rien n'est signé, rien n'est fait. Néanmoins effectivement on est en train de discuter avec eux de tout ça. Avec certaines célébrités c'est plus avancé qu'avec d'autres, mais voilà, il y a des choses qui sont en train de se passer qui sont intéressantes, et pour nous très sincèrement le prochain chapitre des NFT il va s'inscrire d'une première part avec les célébrités, et notamment tout le fait d'amener sa fanbase, de pouvoir offrir via des NFT des choses exclusives à une fanbase exclusive, ça c'est encore un autre débat. Et donc nous on veut aussi les aider donc à créer des NFT de qualité, de par le côté artistique, mais aussi surtout de par le côté utilité. Et ça demande des smart contracts qui sont très complexes. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les smart contracts c'est ce qu'il y a derrière chacun des NFT et qui vont octroyer au propriétaire du NFT certaines choses. Voilà. Et c'est ce qui est, et ça tout ça est écrit justement dans le smart contract. Le smart contract, c'est ni plus ni moins qu'un contrat. Donc quand vous achetez un NFT, vous achetez aussi le contrat qui va avec et qui va dire, voilà, ça vous donne droit à ça, etc., etc. Et en fait, dans ces smart contracts-là, on peut faire tout un tas de choses. Et c'est effectivement ce que nous on va proposer à ces célébrités-là. Et effectivement, ensuite, il y a plein de choses à faire. Et nous, pour nous, la seconde vague, après effectivement les célébrités, ça va être notamment les licences. Voilà. Parce que le jour où tu as, alors même si ça a commencé, Marvel a commencé un petit peu, voilà. Ouais. Le jour où tu as du Pokémon, du Dragon Ball Z, du Naruto qui se lancent dans la NFT, je peux t'assurer que tous les projets NFT que tu vois là, les 10K projets, les 10K projects qu'on voit là, c'est fini. Il ne voit plus le jour, c'est terminé. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant comment est-ce que le marché va continuer à se consolider et ce vers quoi il va tendre. Et pour nous, c'est vraiment comme ça que ça va se passer. Aujourd'hui, les barrières à l'entrée sont relativement peu élevées, beaucoup plus néanmoins qu'il y a encore quelques mois de ça. Mais voilà, c'est comme tous les business, comme tous les marchés du monde, les barrières sont de plus en plus élevées jusqu'à arriver à un moment où le commun des mortels ne peut plus pénétrer ce marché-là. Donc le DAGA Lab, c'est un studio NFT qui se met en relation avec des célébrités, des marques. Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Comment sont perçus comment les célébrités voient le marché des NFT?
ils sont réticents, ils doutent, ils savent pas du tout, ils s'en foutent. Il y a de C'est, tout. Il y a de tout. il y a de Il y a, tout. il y a- il y a- il y a- il y a- il y a de tout. Et en fait, en gros, là où ils ont ils ont cette vision de l'art qui se vend, qui s'achète, parce que voilà, ça fait la une, c'est une chose qu'on voit quand même pas mal et qu'on voit de plus en plus. Mais la chose qu'ils perçoivent un peu moins, c'est le pont que ça peut créer entre eux et leur fanbase. Et dès qu'on commence à évoquer cette utilité-là, c'est quelque chose qui fait tout de suite écho parce que ça donne un sens. Parce que là, aujourd'hui, mis à part poster quelques photos sur Instagram, écrire quelque chose sur Twitter, l'interaction reste quand même relativement faible entre un artiste et sa fanbase. Et là, on va pouvoir créer des ponts, on va pouvoir créer de l'utilité, on va pouvoir vraiment créer du lien entre une fanbase et un artiste. Et c'est quelque chose qui, pour le coup, une fois qu'on a fait un petit peu de pédagogie autour de ça, ça passe beaucoup mieux et c'est quelque chose qui les intéresse vraiment. Tu vois, je le disais tout à l'heure, je serai aux États-Unis, moi, enfin bref, voilà, je serai aux États-Unis en novembre-décembre. On a déjà Ouais. pas mal de rendez-vous de prévus. Alors, on en a fait déjà pas mal ici, en visio, notamment aussi en France, avec pas forcément que des célébrités françaises, hein, parce qu'elles étaient de passage en France, donc du coup, on en a profité pour échanger avec elles. Mais aux États-Unis, on a pas mal d'échanges qu'on va réaliser avec des gens, avec lesquels, notamment, c'est en train d'avancer pas mal. Donc, voilà. Mais des choses sont en train de se passer, à voir effectivement derrière ce qu'ils vont en penser. Mais concrètement, pour eux, c'est intéressant, c'est aussi de l'argent, hein, malgré tout. On parle là de business. Donc, concrètement, c'est de l'argent. Derrière, eux, ils peuvent en plus, comme le disait Ludovic, améliorer leur relation à leur fanbase, c'est quand même pas mal de bénéfices. Et puis derrière, ce qu'ils trouvent aussi intéressant pour la plupart, c'est que beaucoup d'entre eux ont déjà été approchés, si tu veux, par des personnes qui veulent avec eux faire du NFT. Beaucoup nous ont dit, ouais, on m'a déjà parlé du NFT, je sais pas trop ce que c'est. En fait, nous, effectivement, par le fait qu'on passe par Hélène et Omar, bah, ça passe beaucoup plus simple parce que du coup, il y a la confiance déjà qui est créée, donc c'est beaucoup plus simple. Mais surtout, ils sont assez méfiants, comme tu le disais, parfois un peu moins. Mais le côté qui aussi les aide pas mal à se dire, OK, c'est un projet qui est intéressant et je veux le faire avec vous, c'est notamment le côté où ils savent qu'on va reverser 5% de tout ce que nous, on va générer au Sandaga Education Programme. Et ça les aide pas mal, notamment dans leur décision. Ok, non. J'avais vu il y a quelques semaines que parce que il y avait tout le monde parlait de Omar Sy. Et il aurait le numéro 1 de Metaverse Marauders, c'est ce que j'ai lu. Je sais pas si c'est vrai ou pas. C'est pas vrai. C'est pas C'est vrai pas parce vrai. que Ok. non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et en fait, si tu veux, le numéro 1, pour la petite anecdote, et c'est beaucoup de chambrage du coup la semaine quand on travaille avec eux, c'est un de nos devs, voilà, qu'il a eu parce qu'il voilà, lui il était là, il savait quand est-ce qu'il allait lancer la sale et bam, il a cliqué au bon moment. Donc on le charrie pas mal là-dessus, on lui dit qu'on va lui voler pour l'offrir en giveaway parce que c'était pas juste. Voilà. Non, mais après, ça reste un maraudeur, ça, c'est pas. Je Bien pense pas sûr, non, que non, il y a les que le numéros numéro. 1, tout ça, c'est pas. Le numéro en soi, effectivement, ne veut rien dire. Ce qui va vraiment compter, ça va être la rareté de la carte, etc., etc. Donc le numéro 1, c'est sympa, mais bon, comparé à une carte rare, si elle est pas rare, la numéro 1, bon, ben, elle aura la valeur qu'elle aura, quoi. Voilà, non, mais c'est ça. Ok, on va passer aux questions, si vous avez des questions. Alors, j'ai vu plusieurs questions. Alors, je vais remonter un peu. Alors que je vois qu'il y a au moins 2 maraudeurs à nous, hein, que je vois, Victime et Xurok, je vous vois, hein. Ça fait plaisir de vous voir. Est-ce qu'Arbitrum est un ZK-proof? Oula, un ZK Proof. Alors, je m'y connais, mais pas à ce point-là peut-être. Qu'est-ce que cette personne entend par ZK Proof? Je pense que ça, c'est plutôt une question pour Charles, notre lead blockchain dev. Je sais pas ce que c'est qu'un Z4-proof non plus. Je sais pas non plus, hein. Je sais pas ce qu'il a voulu dire Alexis, mais bon, il va peut-être. Ils vont peut-être. Ou alors peut-être reparler. qu'il a voulu nous tester, peut-être que ça n'existe pas et qu'il allait voir comment. Oui, effectivement, on est ZK Proof et qu'il va dire ouais, donc en fait, c'est des rigolos, les mecs. Si tu nous as testé, Alexis, tu vois, le test, moi, je suis, voilà, on a été honnête, on connaît pas. Ah, zéro knowledge proof. Ah, alors, ça me parle, mais ça, faut voir effectivement avec Charles. Je saurais pas te dire, Alexis, mais effectivement, déjà, ça me parle, effectivement, voilà, c'est quelque chose qu'on a évoqué notamment avec Charles. Je saurais pas te dire, Alexis, pour être très, très franc avec toi. Une autre question. Alors, de Efrain, nos marauders qui sont sur Arbitrum, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'ils sont révélés aussi? Ils seront révélés aussi. Ça, on en a parlé, mais si vous pouvez en reparler. Tu veux, Lulu, tu veux...
Ouais, non, mais en fait, en gros, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, tous les Marauders qui ont été achetés sur Arbitrum, de toute manière, vont passer sur le Layer 1, donc tout se passera sur le Layer 1, donc sur le Ethereum classique. Tout le monde passera Voilà. de ce côté-là. Rien à payer, tout se fera comme par magie. Le moment où en fait on va évoquer avec vous le début des airdrops. Donc c'est des airdrops qui vont se faire par paquet pour notamment qu'on optimise un petit peu ce qu'on va pouvoir optimiser des gas fees, voilà, parce qu'encore une fois ça va faire mal. Mais voilà, donc du coup ce sera par paquet pour optimiser un petit peu l'envoi des NFT et des gas fees. Donc il y aura un moment où ça va débuter, on vous le dira. Il y aura un moment où ce sera clos. Et effectivement normalement tout le monde pourra regarder dans son wallet et normalement il devrait voir apparaître le bon NFT et donc du coup directement pouvoir aller sur OpenSea avec la bonne page qui est liée sur OpenSea et puis commencer à potentiellement voir vendre son maraudeur sur OpenSea ou pas, ou hodl et être une diamond hand comme disent les Anglais. Est-ce que vous n'avez pas peur des gros studios qui vont arriver sur le marché pour faire concurrence un peu à Daga Labs? Bien sûr, en fait, si tu veux, il y a tout un tas de concurrents, évidemment. Nous, on a un avantage principal, c'est que, en fait, quand je vous dis qu'on est passionné par les NFT, on est vraiment passionné par les NFT. Donc après, des studios qui vont arriver, oui, ok, ils vont arriver avec des NFT, mais bon, il y a un knowledge quand même à se faire du monde des NFT, premièrement. Deuxièmement, on arrive quand même relativement early en tant que NFT studio. Donc bien sûr, ils vont arriver, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui arrivent avant 2022. En tout cas, des gros, même s'il y en a qui sont en train de se faire. On a vu que, par exemple, Il y a des grosses boîtes, il y a des boîtes de com et de pub qui arrivent aussi. Exactement, il y a même, enfin bref, il y a la Fox qui a injecté 100 millions de dollars dans une boîte qui a notamment signé avec Adult Swim. Adult Swim, je vois qu'il y a quelqu'un qui a en avatar Rick de Rick et Morty. Voilà, donc c'est des choses qui vont se passer. Mais nous, ça, c'est des choses qu'on a anticipées. Et encore une fois, je vous le dis, nous, c'est notre vision, c'est qu'il va y avoir cette vague de célébrités et après, il va y avoir une vague des licences. Et les 10K Project tels qu'on les connaît aujourd'hui, ils auront plus forcément de sens si tant est qu'ils n'aient pas marqué l'histoire des NFT ou alors qu'ils aient une véritable utilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le trade notamment de NFT, là on divague un peu, mais il faut, je pense, faire très attention sur les NFT sur lesquels on parie. Bon, enfin, ça c'est encore autre chose. Mais tout ça, et donc dernier avantage, c'est effectivement le réseau. Le réseau d'Hélène, il est absolument colossal. Il est à la fois français, mais aussi surtout américain. Et voilà, enfin bref, elle connaît des gens très très deep dans le business et qui peuvent nous apporter énormément de contacts ultra valuable. Alors je dis deep, valuable, on dirait un Canadien qui parle, c'est un enfer. C'est ça de parler en anglais tous les jours. Et en fait, c'est qu'en fait, voilà, on a aussi cet atout-là qui est assez fort. Et puis, ce monde-là, c'est comme tout. C'est-à-dire que tu fais tes preuves avec une ou deux célébrités, une ou deux marques, et le reste devient beaucoup plus simple. Voilà. Mais il faut d'abord faire ses preuves au moins avec une collection qui a bien fonctionné avec une célébrité. Oui, et puis nous on a beaucoup de Canadiens. On commence à parler le canadien aussi. Donc, ok, on dérive aussi nous, de notre côté. No offense. Et sinon, alors d'autres questions. Mais du coup, on va plus avoir nos MetaMovers sur Arbitrum. Ils vont plus servir à rien pour l'interrogation. Alors non, ils seront plus du tout sur Arbitrum, effectivement. C'est un choix qu'on a fait. On aurait pu garder sur Arbitrum et faire en sorte que tu aies les deux. Mais le problème, c'est que ça casse la collection. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir 1500 NFT de la collection sur Arbitrum et 12 000 sur Ethereum. Ça faisait un truc très bizarre et on pensait franchement que pour la collection, en termes de valorisation et de compréhension et de cohérence, c'était quelque chose de très étrange. Et on a beau tourner le truc dans tous les sens, etc. C'était pas forcément quelque chose où on s'est dit, ok, ça c'est intelligent. En revanche, les gens qui ont minté sur Arbitrum, eux, on a fait un snapshot, on a toutes leurs adresses. Jean-Phi, donc du coup, toi, tu es dedans, donc aussi. On va leur rendre. On ne sait pas encore comment on va leur rendre. C'est une certitude. Ça, c'est sûr et certain. Ces gens-là nous ont fait confiance, alors qu'on était sur un truc où les gens ne savent même pas comment ça marche. Ils sont allés sur Arbitrum, ils ont fait le bridge, ils ont tout fait ça pour nous. Mais ces mecs-là, ces mecs et ces meufs-là, d'ailleurs, on leur rendra, c'est sûr et certain. Encore une fois, notre motto, notre motto, notre motivation phrase, c'est Marauders never forget. On n'oubliera pas, c'est sûr et certain. Et je vois aussi qu'il y a Zach aussi qui nous rejoint. Salut à toi, Zach, qui est aussi des Marauders. Oui, il regardait sur Twitch. Il y en a une question de Victime qui posait savoir si vous avez une ordre de grandeur de ce que ça allait vous coûter le transfert de Arbitrum vers Marauders. Alors Victime, j'ai l'impression que tu veux remuer le couteau dans la plaie, mais tu as raison. Allons-y.
D'après d'après nos estimations, ça va coûter entre 80 000 et 100 000 $. Voilà, c'est dit, c'est fait, ça me brise le cœur, mais c'est comme ça. Après, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est après le retour de Arbitrum vers Ethereum, c'est hyper long, je trouve. Oui. C'est C'est compliqué, c'est tout un neuf. peu Hein. l'inconvénient, quoi. C'est un Ouais. peu l'inconvénient. Et c'est l'inconvénient auquel nous on est en train de se confronter avec la collection. Mais heureusement, nous voilà, on a des devs qui sont vraiment très très chauds. Enfin vraiment en France, je sais pas s'il y a des devs aussi bouillants que ces mecs-là, ils sont vraiment bouillants. Et donc du coup, effectivement, ben voilà, ils arrivent à optimiser des choses. Bon, des fois ils me parlent, je dis oui, mais en fait je comprends que dalle. Je dis juste écoute, explique-moi dans les grandes lignes parce que là t'es en train de partir en cacahuète, je comprends plus rien. Vous avez Explique-moi combien de juste, devs chez vous Alors, il y a un lead dev blockchain qui, lui, va gérer toute la blockchain. Et derrière, il y a effectivement 2 autres leads, pas lead justement, dev blockchain avec lui. On a notre CTO qui, lui, est vraiment plutôt sur la partie front-end et back-end, si tu veux, de tout ce qu'on est en train de créer. Mais sur la blockchain, il y en a vraiment un qui est vraiment très, 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 très chaud. C'est donc Charles. En Solidity, il est bouillantissime. C'est lui qui va gérer vraiment tout ce qui est smart contract, etc. Surtout que, encore une fois, les gens, ce qu'ils ont du mal à comprendre, moi aussi, j'ai eu du mal à le comprendre au début parce que voilà, comme je t'ai dit, on est des start-upers, on connaît le monde du dev, etc. On a plein de devs, nous, dans nos autres boîtes, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît. Mais là, ça m'a fait bizarre de me dire qu'en fait, on nous expliquait que sur un smart contract, ce qui va venir sous-tendre ce qui est derrière la collection NFT, ou même derrière un site, derrière une marketplace, etc., le smart contract, c'est très dur de travailler, ne serait-ce que même en binôme sur un smart contract, tellement c'est complexe. Et effectivement, là, ce qui se passe, c'est que Charles, aujourd'hui, est en train de travailler seul sur le smart contract, donc du coup, ça prend du temps. Et c'est comme ça la plupart du temps sur les smart contracts. Et derrière, tu as effectivement d'autres gens qui vont repasser derrière pour de l'audit et effectivement faire des tests pour effectivement être sûr qu'on sort quelque chose qui fonctionne et qui est proof, voilà, où il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà. Mais effectivement, c'est une belle équipe. Donc on va dire qu'on a à peu près 5 devs, pas tous sur la blockchain, mais il y a 5 devs en tout. Ok. Bah, je pense qu'on a fait le tour des questions. Si vous avez des choses à rajouter par rapport au projet, je pense qu'on a fait un peu le tour du projet. C'est très complet. Il y a du token, enfin, c'est vraiment super intéressant comme projet et on vous souhaite vraiment plein de Merci. bonnes choses pour le lancement sur Ethereum. Merci. Il y avait une question rapide. De toute façon, là, maintenant, c'est terminé. Un peu plus mint sur Arbitrum. Non, bloqué. c'est fini. Effectivement, c'est fini, ouais. Ok. Fini. En Donc, tous les cas, merci pour ce soir. Merci à toi, merci à tout le monde. On va suivre. Il y a une dernière question. Que pensez-vous d'un partenariat avec Ternoa avec leur secret NFT? C'est des choses auxquelles on est hyper ouvert, on kiffe ce qu'ils font. Franchement, il y a des trucs de ouf qui se passent. Il y en a plein d'autres aussi qui sont en train de faire des trucs absolument hallucinants. Et nous, on kiffe. On n'est pas comme certaines autres projets qui vont se dire ah ouais, non, eux, ils font ci, ils font ça, c'est un peu bizarre. Donc, non, on kiffe, même si c'est voilà, sur d'autres. C'est pas la même chose du tout. Mais... Voilà. Mais c'est kiffant, ça tue. Et puis pourquoi pas, effectivement, ça serait génial. Donc, encore une fois, juste pour finir là-dessus, tu disais effectivement, il y a beaucoup de choses, etc. Donc, c'est vrai qu'au début, ça fait beaucoup de choses à expliquer. Et nous, en termes de communication, c'est très compliqué hein, de faire passer tout ça. La plupart des projets NFT, bah ouais, on a juste des projets NFT, quoi. Voilà, hein, c'est ça notre art. Bah voilà, t'achètes pas. Voilà. Nous, derrière, il y a une utilité, il y a du DAGA, il y a. Ouais, non, mais vous, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a du DAGA Labs, il y a Sandaga, il y a Metaverse Marauders qui va vous permettre de récolter aussi des fonds pour lancer tout ça. Tout ça, c'est un global. Et c'est dur de communiquer là-dessus, et c'est dur aussi. Et en fait, ce que nous on veut que les gens comprennent, c'est qu'en fait, on n'est pas sur un truc qui va nous durer 1 an ou 2 ans. Là, ça, c'est une start-up d'une vie. C'est-à-dire que là, moi, je veux être CEO de Sandaga pour le restant de mes jours. Enfin, jusqu'à ce que je parte à la retraite, quoi. Donc vraiment, c'est pas juste un jeu. On veut vraiment faire une boîte sur les 35-40 prochaines années. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a appris beaucoup, on a créé beaucoup de startups, on a appris beaucoup, on a levé des fonds, on sait ce que c'est, on sait comment marche tout ce monde-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment prêt à avoir la boîte qui fait en sorte que c'est avec que effectivement on va continuer notre vie. Et concrètement, c'est assez compliqué de faire passer ce message-là à des gens, mais ça se montre aussi par les actes. Et je pense que le temps passant, ils vont comprendre. Est-ce que vous êtes vous-même collectionneur? Ah, de ouf, bien sûr. C'est quoi votre collection préférée en ce moment, ou qu'est-ce que vous kiffez? Ou si vous êtes sur une île, laquelle vous voulez amener avec vous? Vous voulez pas vous séparer? C'est quoi, Lulu?
Là, moi, en ce moment, là, disons qu'on est sur plusieurs, mais disons celle qui me prend un peu de temps parce que je surkiffe là, que la communauté, c'est les crypto dads. Là, je suis vraiment là-dedans parce que la communauté est folle. Genre, vraiment, les gens il y a vraiment une énergie de dingue qui se dégage de ce projet-là et je suis en surkiff. Et je suis en ce moment aussi superlatif parce que je trouve l'art complètement dingue. Et voilà, je trouve ça, c'est les deux, disons qu'on, voilà, je suis sur pas mal de trucs, mais c'est sur ces deux-là en ce moment qui m'ont fait flasher. Bon. Ouais. Sachant que Lud avait pas mal aussi de Gutter Cat, de Rat, enfin de Gutter Rat aussi. Moi, j'étais plus sur les VFriends, par exemple. C'est un des premiers NFT que j'ai minté. C'est les VFriends. Donc VFriends, hein, la collection de Gary V. Ah oui, Que je oui, trouve, là, voilà. oui. Ils sont Voilà. pas donnés. Non, moi, je les ai mintés Day One. Donc concrètement, je l'ai eu à pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça coûte un peu d'argent. Pareil, j'ai eu un Bored Ape au bon moment que j'ai pas payé très très cher. Voilà, ce genre de choses, des Subduck, de tout, des World of Women, voilà, ce genre de collection-là qui était un peu, voilà, les collections entre guillemets Ouais. qui faisaient un peu le buzz au moment où j'avais encore le temps d'en acheter, quoi. Ouais, mais après, c'est vite arrivé, hein, les Bored Ape, etc. Bah oui. Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris comment ça a pu prendre une telle ampleur. Ouais, c'est clair. Non, c'est un truc de malade, bien sûr. Donc ouais, Ok. Non, mais vas-y, pardon, excuse-moi. Non, je dis de gros passionnés. Donc encore une fois, voilà, hein, on achète les collections des autres, etc. On n'est pas selfish, on n'achète pas juste nos trucs à nous. Même si j'essaie de minter un max de Marauders, pour être très sincère, j'essaie de vendre le max que je peux. Parce que moi, c'est ma collection. Je sais très bien que ça va valoir un Ether ou deux, voilà, 2, 3, 4, 5 semaines après, même si, voilà, no financial advice, voilà, ne prenez pas ce que temps, évidemment. Mais c'est mon truc. Donc voilà, moi, je vais essayer d'en minter un max, quoi. Donc je vais devoir. Non, mais c'est franchement votre travail. Moi, je kiffe vraiment. Donc, c'est très gentil. Merci infiniment, Jean-Philippe. Et encore une fois, juste pour un petit mot sur. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Mais attends, il voulait dire un truc, laisse-le finir. Non, mais surtout que c'était sur vous. Mais non, mais ce que je veux dire, Jean-Philippe, c'était que juste pour vous, franchement, c'est dingue. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a quand même 5000 personnes qui vous suivent sur Twitter. Il y a énormément de monde, quasiment 2000 sur votre Discord. C'est franco-français, hein, donc c'est quand même dingue. Donc voilà, chapeau aussi pour ce que vous avez réussi. On a quand même une vingtaine de Canadiens qui nous font chier, hein, mais. Non, on les kiffe les Canadiens. Non mais voilà, et puis il y a des Suisses, on a des Suisses. Non mais c'est bon, les Suisses. Eux c'est les pires, les Suisses. On est francophones et après on essaye. Notre but, hein, tu sais, c'est de démocratiser les NFT, d'expliquer aux nouveaux, parce qu'on en voit de plus en plus de personnes. On en parle, les gens commencent à en parler un peu partout. Ils voient les prix qui sont complètement insane. Il y a des choses complètement folles qui se passent autour des NFT et même des fois c'est un peu abusé. Mais on essaye aussi de les pas les brider, mais leur expliquer que faire attention aussi, hein, parce que exactement. Il y a des risques, hein, quand même. Totalement. Donc et on a toute une section artistes là où on essaye de faire la promotion des artistes francophones et de les aider en fait pour se développer et puis tisser un réseau pour pouvoir parce que c'est vrai que quand tu vas sur du Rarible, c'est un peu le bon coin maintenant, mais t'as Foundation, t'as plusieurs marketplaces et on essaie de liquider. C'est un peu notre boulot, quoi. Mais c'est top ce que vous faites, c'est hyper important. On essaye. Moi j'ai peut-être une petite dernière question avant de finir, pas du tout sur le projet, mais qu'est-ce que vous avez rêvé d'être quand vous étiez petit et où est-ce que vous en êtes arrivé là maintenant par rapport à ça? C'est une super question. Moi je voulais être conducteur de tractopelle. Tu vois, genre c'était mon rêve quand j'étais petit, tu vois. Donc pour l'instant, c'est pas fou quoi. Disons que je suis pas encore, mais un jour ou l'autre, je vais dire à Ryan, je prends ma journée, je passe chez Kilotou, je me prends un tractopelle et je me fais une journée de ouf. Mais franchement, ça peut être très drôle. Moi, je voulais être attaquant à l'Olympique de Marseille. Voilà, c'était mon rêve. Bon, c'est raté. C'est pas vraiment pareil, ouais. Non, mais si tu veux, on peut parler avec mais Sora, t'as ta propre carte peut-être. mais ce qui est génial, c'est que vous vous connaissiez depuis le CM2 et ça, c'est cool d'avoir gardé et puis créer quelque chose ensemble. Mais surtout, ça nous fait gagner un temps fou de pouvoir, tu sais, cette espèce de
j'aime bien l'appeler comme ça, de jeu sans ballon où on arrive à bosser sans forcément arriver à se concerter ou tu vois, et à pouvoir faire des choses qui fonctionnent bien. Surtout quand tu es sur quelque chose d'aussi deep que la collection, là, franchement, c'est certes beaucoup de taf et certes il y a ce côté entrepreneurial, mais pour le coup, on s'est jamais autant amusé avec Ryan. Là-dessus, on prend vraiment un plaisir de dingue. Et autant sur le taf qu'on a fait, autant sur les retours qu'on a de la communauté, comme disait Ryan, voilà, on a quelques marauders qui sont là sur le live, et c'est un truc de ouf ce qui nous rend sur le taf qu'on fait. Et nous, c'est la première fois qu'on a, même si on avait créé une communauté du côté comptable, mais là, on a vraiment un retour de dingue et une énergie folle autour du projet, et c'est vraiment, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Là, on est des gamins, franchement, on est des enfants, et ça, c'est génial pour nous. Quand tu es un gamin dans ta tête et que tu as ça, c'est magnifique, c'est un terrain de jeu magnifique. Ouais, c'est clair. Bah, merci beaucoup les gars, merci à tous ceux qui étaient là Merci sur à le vous. live et sur le Discord. Un plaisir de vous Merci avoir beaucoup. eu. Nous aussi, va- un vrai plaisir d'être venu, vraiment, merci beaucoup. on va switcher sur le bistrot si des fois vous voulez rester quelques minutes pour parce qu'il y en a qui vont peut-être vouloir discuter un peu avec vous, je sais pas. Évidemment. Comme vous voulez. problème. Aucun problème. On va switcher et puis on vous souhaite bonne continuation, bon courage Merci et puis tenez-nous au beaucoup. courant sur Moi les drops, etc. On va suivre ça de près. Merci infiniment. Merci les gars. Ciao.